Salut tout le monde. Alors, bienvenue pour cette petite session stream. Aujourd'hui, je vais parler de la machine qui vient d'être décommissionnée sur Hack the Vox, qui s'appelle Schooled, qui est une machine de niveau médium, donc moyenne. Néanmoins, elle me paraît assez facile celle-ci. Elle mériterait plutôt un niveau easy, je pense. Et en tout cas, elle est bien plus facile que certaines moyennes qu'on avait fait en streaming. Donc le scan nmap va être avec un "-sv" pour lister les versions, enfin essayer de détecter les versions, "-c" pour utiliser les scripts par défaut. J'ai mis un "-p" 22 et 80 parce que le scan était plutôt long ce soir, mais en fait il fallait balayer évidemment tous les ports avec un "-p- idéalement. Mais ici on n'aura que les ports 22 et 80 d'ouvert. Ensuite j'ai mis un "-t4 pour dire d'aller un petit peu plus vite sur l'IP. Donc la machine cible s'appelle Schooled a priori, on a son adresse IP, on a mon adresse IP que j'ai pris le soin de noter, et on a notre scan nmap. On a un port 22 qui nous dit que c'est un OpenSSH. OpenSSH c'est a priori pas vulnérable parce que c'est un produit assez connu. Si vous voulez le reverser, bon courage, allez-y, hein, c'est pas un souci. Et tenez-moi au courant si vous trouvez quelque chose, mais en gros OpenSSH est relativement récent parce que dès qu'il est au-dessus de 7.8 incluant 7.8, il n'y aura pas de vulnérabilité gravissime connue publique aujourd'hui en tout cas. Là on voit du FreeBSD, on sait a priori que c'est un Linux de type FreeBSD, une distribution un peu particulière. On voit une sorte d'année 2020, on se dit que c'est à peu près à jour. Il y a peut-être un petit manque de patching. Mais pas trop, pas de si vieux que ça. Et voilà, donc on a du port 22 SSH. On n'a pas de credentials, donc on ne pourra pas s'authentifier sur SSH. Donc finalement, tout ce qu'on a avec notre niveau actuel, c'est le port 80, donc le HTTP, puisqu'on n'a pas de compte, donc on va voir. On a du Apache HTTPD, a priori assez récent, FreeBSD. On a du PHP, a priori assez récent. On voit peut-être qu'il y a une méthode trace. A priori, ça peut être grave, mais ce serait grave plutôt dans des contextes avec des vieux IE qui supporteraient la méthode trace. Dans certains contextes, ça pourrait prêter à une XSS, mais ici, c'est relativement peu intéressant. Et on a le title, on va le laisser comme ça. Je vais faire un autre scan, du coup, maintenant. Je vais faire un WhatWeb. Alors, WhatWeb, je vais faire un WhatWeb-A pour dire agressivité au niveau 3 de l'IP, alors de http://ip, pour essayer de faire une détection un petit peu agressive au niveau 3 sur 4 sur la détection des composants software. Je vais sur le site en HTTP et je regarde mon Wapalizer pour voir aussi Apache, PHP, FreeBSD. On savait déjà tout ça, c'est juste les headers de la response. Ok, donc voyons maintenant ce qu'on a là. On va se balader un petit peu sur le site. Alors qu'est-ce qu'on a? Je regarde tout en bas à gauche là, je sais pas si vous voyez ici à ce niveau-là. Alors attendez, c'est quoi ça? Don't tell me again. Voilà, on veut voir mieux. Donc ici tout en bas à gauche là, dans ce petit carré là, je regarde s'il y a un dièse à la fin de ma page. Enfin, je regarde ce que c'est la page. Donc je vois un index.html. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. About.html, je l'ouvre, teachers et contact.html. Ok, j'ai ouvert tout ça. Je cherche s'il n'y a pas d'autres boutons. Dièse, là je vois dièse en bas à gauche. Dièse en bas à gauche. Rien d'intéressant. Quand il y a dièse, ça veut dire que c'est une encre HTML ou que ça ne fait rien s'il y a juste un dièse seul. Je vois peut-être des images. Je regarde à peu près où elle se pointe. Elle se trouve dans Images. Vous voyez là, je peux regarder le code source, mais j'ai fait un truc plus simple. J'ai juste glissé-déposé cette image pour voir où elle se situe. L'URL exacte, c'est celle-ci. Je peux enlever ça pour voir si je peux faire du directory listing. C'est le cas. Ah oui, pour info, j'improvise un petit peu parce que je me souviens de la machine, mais j'avais pas pris les notes. Donc là, je ferai sans notes. Mais elle était relativement facile, celle-ci. Donc voilà, on a des choses. On est sur du Linux, mais si on avait été sur du Windows et qu'on n'avait pas du directory listing, on aurait pu essayer d'accéder à des fichiers comme thumbs.db. Donc thumbs.db avec un T majuscule ou un T minuscule, a priori ce sera pareil. Puisque Windows
2IS en tout cas ne va pas, enfin Microsoft par défaut va pas s'embêter à faire la distinction de la casse. Il sera case non sensitive et en fait il sera non sensible à la case. Et sums.db c'est un fichier temporaire qui va stocker les images, enfin des miniatures d'images pour optimiser la gestion du cache. Ce qui est intéressant quand on n'a pas de directory listing et qu'on se trouve dans un dossier image, on peut essayer d'accéder à sums.db dans certains cas pour essayer d'accéder à des miniatures. Et le seul contexte un peu risqué que je vois où ça pourrait être intéressant, parce que j'ai vu ça dans des challenges, mais le seul truc typique de la vraie vie qu'on pourrait voir, c'est être dans un dossier pictures par exemple ou images et voir des photos de gens en fait. L'idée ce serait d'avoir des données à caractère personnel qu'on pourrait fuiter. Ok, donc là, a priori c'est bon pour nous. J'ai pas de sums. On est sous Linux, donc il n'y aura pas ce fichier-là. Hein. Ça, c'est un fichier typique Windows. Sums. J'ai juste fait l'anecdote pour expliquer. Donc là, voilà. Il n'y a pas de dossier. Si je vois un slash ici, donc il y a un dossier, Pretty Photo slash. C'est le seul qui a un slash, donc c'est le seul dossier. Je vais dedans voir. Et a priori, c'est des trucs de design d'image, enfin c'est des trucs de graphique. Donc ça va pas être important ici, c'est des détails visuels. Voilà. Pendant que je parlais, j'aurais dû lancer d'autres scans du style GoBuster, mais je vais le faire maintenant. Alors, History, on voit une sorte de graphique, ok. On peut interagir avec tout ça. James Fernando, j'ai un nom intéressant. Venanda, merci. Ils sont peut-être dans Teachers, voyons. On voit James Fernando. Collecte d'informations, on va noter. On voit James Fernando. Est-ce que je peux pas passer? Si, je peux passer. Alors, Jack Phillips. Ça pourrait peut-être nous aider si jamais on a un endroit où on peut se loguer. Venanda, merci. Si on a un endroit où on peut se loguer. Ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse beaucoup. Si je suis sur du Windows avec un domaine controller, je me dis que je peux peut-être essayer james.fernando ou j.fernando ou jfernando. Vous savez, prénom-nom ou nom-prénom, ou ça peut être le nom de famille suivi de la première lettre du prénom. On peut tester toutes les combinaisons comme ça de tous les gens qu'on aurait énumérés pour essayer peut-être de tenter une attaque du type AsRepRoasting ou qui va exploiter la pré-authentification Kerberos, par exemple avec l'outil Impacket get np users, je crois, get np users comme celui-là, et faire une requête, une commande à peu près du style qu'on a ici en gris auto-complété, qui permettra du coup de tenter des actions pour récupérer un TGT mais de manière non authentifiée. Évidemment, ce n'est pas la configuration par défaut. Ici, ça s'y prête pas, on est sur du Linux. Mais c'était intéressant à noter et ça peut l'être pour une autre forme de login si jamais on a un mot de passe quelque part. Je retourne sur le site. Donc voilà, j'ai énuméré ça. Je vois rien d'autre d'intéressant ici. Ici, je vois admissions@schooled.htb. Blog schooled.htb. Donc je vois admission@schooled.htb, une adresse mail. Je vois un site qui s'appelle schooled.htb. Jusqu'ici on utilisait l'IP, mais en fait le mieux c'est d'utiliser le vrai nom complet, puisque ça peut permettre, si jamais il y a un vhost derrière, d'afficher le site web différemment selon le vhost auquel on veut accéder. On a une adresse géographique qui est en Australie. On va pas la noter ici, a priori c'est pas intéressant. Et on a un numéro de téléphone qui a priori est un vrai numéro de téléphone. D'habitude on voit 1, 2, 3, 4, 5. Ici c'est un vrai numéro de téléphone. On voit un copyright 2020, donc c'est à peu près récent. Schooled.htb, design, ok. Je teste vite fait s'il n'y a pas robots.txt ou admin. C'est les deux trucs que j'aime bien regarder à la main. Maintenant on va faire un petit GoBuster. On regarde d'abord ce que... Alors, je vais lancer le GoBuster et ensuite on va regarder ce que dit WhatWeb. GoBuster dir-u http l'adresse IP de la target et w user share
Word list, buster, directory 2.3 medium. On va utiliser ça, on va utiliser des threads, on va en mettre 80. Je vais rajouter l'extension HTML parce qu'on avait vu qu'il y avait des pages HTML. Et maintenant on lit. On voit du Apache, du Bootstrap, du country, donc il n'a pas pu détecter le pays. On voit un email. C'est bien ça, cet outil, il énumère l'email, je ne savais même pas. Mais bon, on l'a trouvé à la main, hein, c'était assez visible. PHP, de toute façon on peut regarder le code source aussi à la main et voir, etc. A kind of new educational institute. Donc ça a l'air d'avoir un rapport avec l'école, un institut, une formation. On voit about, contact, tout ça c'est des choses qu'on avait déjà vues. On continue à regarder d'ailleurs les autres pages. Venanda, rien d'intéressant. Index, c'est ce qu'on avait déjà vu. About us, il n'y a rien d'intéressant. Si je vais dans ici, je peux lister d'autres users. On a James. Ok, j'ai mis James. Merci beaucoup, Jumox. C'est Jamie, pas Jamies. Et voilà. Bon, notre formulaire de contact ne marche pas, donc on va s'arrêter là-dessus. C'est intéressant parce que c'est un point PHP aussi, donc on se dit qu'il y a du PHP du coup. Voilà. Enfin, on le savait déjà, c'est vrai, ça avait été détecté par Nmap dès le départ. Mais on voit du jQuery aussi, bon, on voit des trucs. Là, la piste intéressante, c'était de faire le GoBuster. Je vois qu'il est un peu long, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un autre... donc, voilà, je vais... Maintenant, ce que je vais faire, je vais éditer mon etc host, puisqu'on a l'adresse IP de... Enfin, je veux dire, on a le nom complet. Je vais résoudre l'adresse IP avec le nom schooled.htb, puisqu'on sait que le site, c'est schooled.htb. Donc on va essayer d'accéder au site avec ce format-là, schooled.htb. Alors je vais mettre http://schooled.htb. La page n'a pas l'air plus différente que ça. Et on n'a aucune info maintenant. On n'a aucun formulaire de login, on n'a rien, on manque trop de choses. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, je vais fermer tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un autre GoBuster pendant que celui-là il se termine. Je vais faire un GoBuster vhost pour brute forcer les vhosts. Alors je sais plus le format, c'est tiré U toujours. C'est pareil, c'est vhost -u schooled.htb. Et on va essayer de trouver des vhosts qui seraient sous-jacents à schooled.htb. Par exemple, ftp.schooled.htb, blog.schooled.htb, des trucs comme ça. Pour ça, on va utiliser un dictionnaire. On va utiliser le même. User chair word list, dirbuster, directory, medium. On va mettre des threads, on va en mettre 100. On revient là-dessus. Le premier dirbuster a fini. Notre GoBuster a terminé son dirbusting. Et on n'a rien d'intéressant. Bon, j'ai pas amélioré le display. J'aurais dû blacklister tout ce qui était HTTP 400. Puisque c'était des messages pas intéressants. Ou alors faire un grep par-dessus si je voulais pas me prendre la tête. Mais on voit un HTTP 200 ici. On le voit là, vous voyez ? On a un HTTP 200, alors que tout le reste c'est du HTTP 400. Et donc c'est moodle.schooled.htb. Donc, on va rajouter ça dans notre etc host. Je coupe ça, ça suffit. Vim etc hosts. Et on va rajouter un deuxième host qui s'appelle comme ça, moodle.schooled.htb. Et on va regarder si avec ce lien-là, on n'a pas un rendu un peu différent de ce qu'on a là, de ce qu'on voit ici. http://moodle.schooled.htb. Et on a clairement quelque chose de différent. Je vois des composants. Require.js, Babel, Moodle. Bon, Babel, je sais pas, ça doit pas être un vrai truc. Mais on a jQuery, effectivement, Core.js, Bootstrap. Ok. On voit des cours de maths, de sciences, d'informatique et d'anglais. Je vois un bouton là. Je vois un bouton là que je ne vois pas sur les autres où il y a marqué Self-Enrollment. Je vais ouvrir tous les boutons dans des nouveaux onglets. Là, on voit moodle.schooled.htb. On voit un username, un mot de passe pour se connecter. Ah oui, il faut se connecter absolument.
tous les boutons me dirigent vers un formulaire de login en fait. On peut créer un compte apparemment, donc je vais essayer d'en créer un. Je vais créer un compte, je vais l'appeler Hacking Island. Et le mot de passe, ça va être Hacking Island aussi. Voilà. Mon adresse email, ça va être toto@toto.net. Et on va espérer qu'il n'y ait pas de validation de mail pour s'inscrire. Si jamais il y a, on verra, on avisera. Test, truc. Et mon pays, Argentine, on va dire. Il me dit qu'il y a un souci avec le mot de passe, il est trop basique. Donc je vais mettre un truc plus compliqué. Parce que les adresses email ne sont pas autorisées parce que il faut que ce soit @student.schooled.htb. Donc je vais essayer Toto comme ça. Create. Ah oui, il faut le reproduire ici. Ok. Voyons. Est-ce que je peux m'enregistrer? Oui, je peux. Je suis connecté ou pas? Je suis connecté, c'est bon. Je m'appelle Test. C'est comme ça que je m'étais appelé. Je reviens sur le dashboard. Ok, je sais plus où est le bouton là qu'on avait vu au début. Ah voilà. English, IT, scientifique, maths. English. Voilà. Vous ne pouvez pas vous enrôler vous-même dans ce cours. Continue. Et ça nous remet vers la page d'accueil. Ok. IT, vous ne pouvez pas vous enrôler. Science non plus. Par contre, maths, on peut. Il y a marqué no, pas de clé d'enregistrement requise. C'était effectivement le bouton que j'avais vu là. Self-enrollment. Donc là, je vais faire Enroll Me pour voir ce que ça fait. Je vois un bouton Announcement déjà. C'est bon, je suis enrôlé dans le cours. Donc je me suis inscrit à un cours en fait. Alors si je clique, dans le chat on me dit si tu cliques sur le prof, est-ce que ça donne un nom de login? Je vais revenir là-bas. Je vais cliquer sur Manuel Phillips. Je peux l'ajouter à mes contacts. Voilà. Users, j'ai une adresse mail @staff.schooled.htb. Intéressant. Donc bien joué. Il est anglais. Il vient de cette ville-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit les posts et les discussions. Voilà, on voit sa dernière activité. Le 22 décembre 2020, etc. User blog, on voit son blog, il est vide. Les posts, on voit des posts. Il dit, c'est là ce qu'il nous dit, le prof, c'est que il dit, inscrivez-vous à mon cours. Mais vous devez absolument avoir un MoodleNet profil. Si jamais vous le faites pas, je vais vous supprimer de mes cours. Je veux absolument que des étudiants qui ont un MoodleNet profil pour s'inscrire à mon prochain cours de maths. C'est pas très clair ce que c'est MoodleNet, mais déjà je vais regarder un petit peu sur internet. Mais si je tape Moodle sur internet, en fait on s'aperçoit que c'est un CMS, un Content Management, un Course Management System qui est très connu. Et en fait, MoodleNet, ce n'est pas un framework qui est derrière le site, c'est a priori un paramètre qui concerne Moodle. Donc c'est une plateforme de cours open source. Donc des écoles pourraient utiliser ça. Paul Sabatier, par exemple, l'université Toulouse Paul Sabatier utilise a priori Moodle. C'est intéressant ça. Première chose qu'on a envie de faire, c'est chercher des vulnérabilités connues. Searchploit, par exemple, on va mettre Moodle. Et on a un paquet de trucs, en vrai. Moodle, c'est un truc connu et qui existe depuis un moment. Il y a eu plein de vulnérabilités connues. On est a priori en 2020, donc il faudrait s'intéresser... Enfin, on a vu un copyright 2020, je rappelle. Mais du coup, on a ici... on va regarder les plus récentes, en fait. On voit une RCE, mais elle est authentifiée. On n'a pas de compte. On voit une file disclosure, mais qui concerne des vieux trucs. 1.9.5, c'est intéressant. 3.8, une file upload... On pourrait se renseigner un petit peu. Mais ici, je vous le dis tout de suite, on va passer du temps pour rien. On va rien trouver d'intéressant, mais bien sûr, dans le cadre d'une démarche de hacking ou de test d'intrusion réelle de la vraie vie, il faut regarder tout ça, il faut bien sûr se renseigner. Et pas que avec Searchploit, mais aussi avec Google. Et regarder un petit peu Moodle et taper Moodle Vulnerabilities, Moodle Exploit... Moodle sécurité, essayer de voir le site officiel de Moodle, les dernières failles trouvées, etc. etc.
Et du coup là, on avait un truc en rapport avec MoodleNet, donc on fait des recherches. Dans le chat, on me demande est-ce qu'on connaît la version qui tourne. Non, ça serait vraiment pratique, mais ici malheureusement on n'arrivera pas à la voir facilement. Je vais sur github.com, sur le GitHub de Moodle, pour voir comme il est open source, regarder un petit peu le code source, peut-être chercher des vulnérabilités. Et à la racine on voit genre des fichiers comme install.txt et on peut essayer d'y accéder. Par exemple ici, on peut peut-être essayer d'accéder à install.txt, ou peut-être que dans Moodle on trouve, effectivement on trouve. On voit les fichiers ici, dans Moodle / install.txt, mais on trouvera un readme peut-être, mais on trouvera pas la version. Donc pas moyen de trouver la version exacte, malheureusement. Mais quand on se renseigne sur Moodle Vulnerabilities par exemple, on peut regarder les derniers trucs. CVE Details peut-être. On regarde un petit peu. Est-ce qu'on va trouver l'info là-dedans? Je ne sais pas. Je l'avais trouvé par ailleurs, me concernant. Il y a beaucoup de choses déjà en 2021, c'est intéressant. Je vais juste contrôler MoodleNet parce qu'on sait qu'il y a une attention particulière à avoir là-dessus. Et en 2020, il y avait une CVE par rapport à une XSS. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je pensais à une XSS volontairement dès le départ parce que dans l'annonce qui avait été expliquée dans le cours de maths par Manuel Phillips, il avait écrit un announcement, je le rappelle ici, pour s'inscrire à son cours. Ah tiens, d'ailleurs on voit 23 décembre 2020. Donc on est genre à l'époque de 23 décembre 2020, donc on peut chercher des vulnérabilités peut-être de décembre 2020. Ça c'est sorti en décembre 2020 justement. Et donc ce qu'il disait c'est qu'il allait checker manuellement lui-même. Ça nous donne sur la piste que peut-être si on arrive à faire une XSS, il va venir consulter notre profil. Et si jamais on a un MoodleNet et qu'il y a une XSS dans MoodleNet, il se la prendra dans la figure. On voit effectivement que le MoodleNet profil d'un utilisateur, le champ MoodleNet, nécessiterait du cleaning supplémentaire, du nettoyage, parce qu'il y a une XSS stockée ou persistante. Voilà. On est corrigé à partir de 3.9.2. Donc les versions vulnérables sont de 3.9 à 3.9.1. Et c'est par là qu'il faudra chercher effectivement, je m'en souviens. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de regarder dans mon profil et chercher un truc en rapport avec le MoodleNet profil. Et je vais faire Edit peut-être. Edit Profile. Et je regarde et ici on voit quoi? On voit MoodleNet profil. J'ai envie de tester une XSS pour voir si ça marche. Script alerte 1. Script. Voilà. On va enregistrer ça, on va updater le profil. Et on va voir ce qui se passe si j'accède à mon profil. Et là, bim, on a une XSS. On a exécuté le JavaScript. Donc on a réussi à injecter du code JavaScript sur la page. Et tout ce que la victime a à faire, c'est accéder à notre page. Donc si jamais on met un code dangereux et qu'on envoie ce lien à la victime, bah, il se prend le code dangereux dans la figure. Ce qu'on veut en faire maintenant, c'est peut-être essayer de récupérer un cookie. C'est typiquement ce qu'on va vouloir faire, ou faire du phishing par exemple. Nous, on va essayer de récupérer le cookie du prof de maths. Pour faire ça, on va forger un JavaScript intéressant. On va faire script. Au lieu de faire alerte, on va faire alors c'est quoi? Document.location, window.location, je sais plus. JavaScript style cookie. Bon, je vais mettre celui-là. XSS payload, celui-là il est bien. Je vais mettre celui-là. On va voir s'il marche. Donc this.src égale http. Donc là je vais mettre l'IP de ma machine attaquante, mon IP. Ça sera celle-ci. Et je vais mettre cookie égale suivi de document.cookie. La chose que je vais faire, c'est vérifier quand même dans inspect element si le cookie peut être volé de manière intéressante.
Et je vois qu'il n'y a pas le HTTP only flag ou pas le secure flag, donc on va pouvoir le voler assez facilement. Donc, tac, je vais faire ça. Je vais... Ce que je vais faire, je vais mettre un... Je vais faire un Python 3-m http.serveur80 pour mettre en route mon serveur web. Le cookie, c'est ce qui permet à authentifier des sessions utilisateurs sur un site web. Par exemple, moi, j'ai tapé mon mot de passe ici. Et pour pas qu'il y ait mon mot de passe qui transite à chaque fois que je requête une page du site web, il va envoyer non pas mon mot de passe à chaque requête, mais mon cookie. Quand on fait inspect element ici, on le retrouve ici dans storage, on voit nos cookies ici, et on voit, ça s'appelle Moodle Session. Moodle Session pour dire session Moodle, c'est un cookie de session. Et quand on regarde son contenu, ah mince, j'ai tout fermé. Quand on regarde le contenu du cookie ici, je reviens dessus, tac. Donc c'est un cookie de session qui sert à s'authentifier sur Moodle /. Et en fait, à chaque fois, il va envoyer ce cookie. La valeur, c'est celle-ci. C'est ça là. 2T, DE, 3B, machin. Ça, c'est mon cookie. Ça là. Je le copie-colle ici. C'est mon cookie. Donc en fait, je m'authentifie avec ça. Et c'est un truc qui est généré aléatoirement à chaque fois. Si jamais j'arrive à récupérer le cookie de session d'un autre utilisateur, je peux m'authentifier comme si j'étais lui. Donc ici, on veut voler le cookie du prof de maths pour s'authentifier avec le compte du prof de maths. Philips machin là. Manuel Philips. Sans connaître son mot de passe du coup. Pour ça, on va faire exécuter un code JavaScript malveillant, qui sera celui-ci, pour essayer d'afficher une image qui est buggée. Et si jamais il y a eu une erreur, ce qui sera le cas puisque l'image ne chargera pas, alors se connecter au site web de l'attaquant, puisque c'est mon adresse IP d'attaquant, et mettre en paramètre dans l'URL directement la valeur cookie égale, suivie de la valeur du cookie de session actuelle. Donc le prof de maths va charger ça avec son cookie, normalement. On va tester. On va voir avec la démonstration. Donc je vais faire Edit Profile. Ici derrière, bien sûr, j'ai un serveur web qui tourne pour récupérer le cookie. Parce que la victime va se connecter à mon serveur web en fournissant un cookie. Donc moi, il faut que je sois en écoute pour pouvoir récupérer l'info à ce moment-là. Et on va mettre en MoodleNet Profile ce code dangereux que je viens de copier-coller ici. Je vais faire Update. Et j'ai espoir que ma victime se connecte dessus. Voilà. Moodle Session, on en a un autre. Et celui-là, c'est pas le mien, c'est le cookie du prof de maths. Allez, c'est parti. Je le laisse tourner comme ça au cas où il y a des nouveaux cookies. Donc ça, c'est le cookie du prof de maths. Si je remplace mon cookie... Ah oui, on a un nouveau cookie. Le prof de maths a un nouveau cookie. Donc le nouveau cookie, c'est celui-là. Donc je copie-colle celui qui commence par IJES. Et je reviens dans Cookie Manager Plus. Je vais remplacer ça par le nouveau cookie du prof de maths. Je sauvegarde et je rafraîchis. Là, je suis non connecté. Et je rafraîchis. Et voilà, je suis l'utilisateur Manuel Philips. Donc je suis le prof de maths maintenant. Je suis le prof de maths. Je suis authentifié et je suis un prof. Vous avez vu certaines vulnérabilités qui concernaient du 3.9 ou 3.9.1. Maintenant, on sait qu'on est en 3.9 ou 3.9.1, puisque cette XSS ne concernait que cette version-là. Et on voit effectivement qu'il y a une remote code exécution, et c'est exactement ce qu'on veut, puisqu'il faut qu'on exécute du code à un moment donné. On veut avoir le contrôle de la machine. Plus que juste voler le compte du prof de maths. Et donc, on avait cette faille authentifiée, mais on ne l'était pas. Maintenant, on l'est. Donc, si on regarde un petit peu comment ça marche, searchploit-x de ça, on voit effectivement qu'il y a une remote code exécution qui permet de se donner un role manager. Donc il y a une première faille où en fait on se donne un role manager et ensuite on utilise une vulnérabilité pour exécuter du code. C'est référencé, est-ce qu'il y a une CVE? Ouais, il y a une CVE, ça s'appelle 14321. CVE 2020 14321. Et quand je regarde sur Google, je vais taper Moodle Privilege Escalation. Je vois un code d'exploitation Python
Alors je vais préférer Python parce que là... Ah non, c'est celui-là, c'est du Python. C'est peut-être le même. Je sais plus, mais moi j'ai utilisé celui-là. Et donc c'est 14.3.2.1. C'est celui-là, pour Moodle 3.9. C'est exactement le même. Et c'est ça le code. C'est ça le code. On va du coup récupérer ce code-là. Alors je vois tout de suite que c'est pas tout à fait le même code. Voilà, testé sur FreeBSD, celui-là. Et nous, on est sur FreeBSD. Et c'est pas effectivement tout à fait le même code que celui qu'on voyait dans Searchploit. Je crois. Ouais, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Nous, on sait qu'on est sur du FreeBSD, puisque Nmap nous l'avait dit. Hein. Pour rappel, hein, je reviens sur le Nmap ici. OpenSSH FreeBSD. Ok. Apache aussi, FreeBSD. Donc là, on est FreeBSD, on a un code d'exploitation, je vais le télécharger. Donc, on nettoie un peu l'écran. Je vais faire un wget de ce fichier-là. Et je vais le lancer. On l'a regardé un petit peu. Python 3 de CVE. Machin. Et il dit qu'il manque le module pound. Donc on va faire un pip3 install pound. Alors du coup, la commande a l'air de mieux marcher. Donc ils expliquent comment ça fait, comment ça marche. Donc on fait ça, suivi de http:// Moodle du coup .schooled.htb/Moodle parce qu'effectivement c'était dans /Moodle -u le nom du prof, non, -cookie -cookie et là suivi du cookie. J'espère qu'il est toujours valide ce cookie. Je sais pas s'il faut faire Moodle session ou juste le cookie. J'essaie juste le cookie comme ça. Alors login, il essaie de se connecter, de login, il a réussi à se loguer. Login on site, ça a marché. Mise à jour du rôle, ça a marché. Passer du rôle, oui c'est ça, on est passé en rôle manager, c'est passé. On a uploadé un plugin malveillant, c'est passé. On est en train d'uploader un fichier zip malveillant, c'est en cours. Et c'est génial parce que tout ça, ça se fait automatiquement avec ce script. Sinon on aurait dû le faire à la main, c'est pénible. Et là, bim, executing whoami 3W. Donc on a réussi à exécuter la commande whoami. Alors comment on peut exécuter d'autres commandes? C'est -c. Donc il faut faire -c. Bon, FreeBSD reverse shell avec telnet. Parce que nous on a telnet là. Peut-être qu'il faut utiliser ça plutôt. Parce que telnet on a eu un retour. Ah, FreeBSD reverse shell. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. If you're trying... Mais oui, FreeBSD, depuis tout à l'heure là. Telnet, c'est ça. C'est ce payload que je cherchais. Je l'avais googlé, mais... Alors ça, c'est le truc qu'il faudra vous mettre dans une cheat sheet personnelle, je pense, parce que c'est pas si simple à trouver. Il y en a plusieurs là. Je sais pas, je prends le premier. Il est long à fournir un nouveau cookie, hein. FB21. Ça. Ah voilà, ça vient tout juste de venir. Allez, on croise les doigts cette fois. Un peu de magie vaudou. Voilà, bingo. On le savait que c'était Telnet. Parce que Telnet, ça avait marché au tout premier test là. Mais, donc on est FreeBSD, morale de l'histoire, utilisez bien reverse shell FreeBSD. Et moi j'étais sur un site qui... Je croyais qu'il y avait marqué FreeBSD, mais en fait non. Donc voilà. Ça c'est ok. On veut faire un petit... Est-ce qu'il y a Python? Il n'y avait pas un. Alors si je vais dans... Alors... ls user bin find /name python find /name python, je cherche python, mais je redirige les erreurs dans dev null. Il n'y a pas python, on dirait. Bon, on va rester avec un shell non interactif a priori. Je vais dans home voir ce qu'il y a. Il y a Jamie, il y a Steves. Est-ce que je peux aller dans Jamie? Denied. Est-ce que je peux aller dans home Steve? Denied.
Ok. Est-ce que je peux aller dans la conf dans var 3w? Non. Est-ce que je peux faire find /name Moodle? Alors je peux, mais est-ce que je peux faire find /name Moodle en redirigeant les erreurs pour pas les voir? Dev null. J'ai tapé mood. Moodle. Alors, on a user local 3w, Apache 2.4, data Moodle. A priori, les dossiers du site web se trouvent là-dedans. DD dans ça, du coup. LS, on a quoi? LS. LS-alt. On va regarder un peu ce qu'on voit. Et effectivement, on est comme si on était dans le code source. Là, on voit les points config, là. Peut-être point config. 4.config. Ok, bingo. Alors, on a une database qui s'appelle Moodle. On se connecte avec le user qui s'appelle Moodle et le password Playbookmaster 2020. Donc, mot de passe dans fichier conf de conf. MySQL. Normalement, on peut faire un MySQL sur localhost avec la database Moodle. Avec le user Moodle. Pay for request le truc. Est-ce que je peux faire which MySQL? Find /name MySQL. On redirige 2 dans dev /nul. Oui, il y a user local bin. Donc je peux essayer ça. Est-ce que je peux essayer cette commande? Il faut entrer le password. Et le password a priori c'est celui-là. Ah oui. Le souci c'est que je suis pas dans un shell interactif. Donc il faut que je recommence pour avoir un shell interactif. On ne peut pas spawn un TTY. Ça valait le coup d'essayer. Alors je me demandais s'il n'y avait pas moyen avec script sinon, mais bon. Alors, du coup j'ai l'impression que quelqu'un a reset la machine par contre. Ok, c'est une fausse alerte. Je me réinscrive pour pense. Roll. Ouais. Voilà. Tac, tac. Exploit, il faudra utiliser le nouveau cookie pour avoir le reverse shell. Mais alors si on peut pas avoir un shell interactif, donc on se connecte à MySQL. Ok. Alors, tac, on va voir ce que ça donne. MySQL, connect, local. MySQL, connect, database. Alors.
Alors, MySQL-U P U le user P. Ok, merci. Alors le -h c'est pour localhost normalement. Ok. Donc -p -h localhost. Et je voudrais voir s'il n'y a pas moyen de spécifier le password directement. MySQL connect from command line. De spécifier le password directement dans la ligne de commande. Ah. Chaque fois ça me fait ça. Si je fais show tables. Ah, purée. En fait, il y avait un blanc comme ça, et je croyais que ça avait planté, mais en fait, il fallait que je fasse un espace pour voir le dollar apparaître à nouveau. Le truc était bon en fait. À chaque fois que je disais que le shell était cassé, c'était pas le cas. Show databases. Ah non, on est dans le shell là, à nouveau. Ouais, no database. Ok, dans la ligne de commande, faut spécifier la database aussi. Alors c'est quoi database? C'est -d j'imagine. Je peux le regarder dans mon local parce que sur la machine distance c'est tellement instable. MySQL je l'ai. -h. Ah bah tiens, j'ai une vieille commande MySQL. Ah non, il n'y a pas ce que je cherche. -help. Alors, pour spécifier une database, je crois que c'est -d majuscule. Ouais, -d majuscule, voilà. Donc maintenant, je vais le faire comme il faut. Je rajoute un -d majuscule et la database s'appelait Moodle. Voilà. Ok, si je fais là show tables. Oh là là, ça marche. Ah, c'est buggé, hein. C'est buggé à mort, quoi. Ok. Donc il y a plein de tables. Voyons. On a plein de tables. On cherche un truc qui pourrait contenir des passwords. Task. Just P and you get in prompt shell. Then this won't happen. I will clearly see. Yes, but I cannot stabilize the shell because I cannot have the TTY interactive shell like this. It's a FreeBSD. It looks not so easy to stabilize. I will just continue like that. Alors, on a un message peut-être, and then message. C'est un truc. Cherche où il y aurait user, members, comments, chat. Je vais regarder dans MDL chat. Ou chat users peut-être. Voilà, ça me dit quelque chose ça. MDL chat users. Si je fais describe ça. Ah. Describe ça. Ah, je l'ai cassé. Broken. Country. Salut Alpha Momo.
I'm doing fine, thank you. Alors, and you, how you doing? Si je fais cette fois select username password from MDL, je crois que c'était quoi? C'était MDL, voilà, MDL user. Voilà. Ok. Vous avez vu ça? Je sais pas si les gens étaient saoulés par l'instabilité, mais là on arrive à faire des trucs stables et à récupérer des mots de passe. Ça redonne la foi un peu. Moi ça me donne la foi. Alors. Ce que je vais faire, je vais recommencer avec cette commande. Mais je vais rajouter un grep-i Jamie anti-slash pipe Steve pour matcher uniquement les lignes où il y aurait le mot Jamie ou Steve. Ça ne marche pas comme ça. Ok, ça ne marche pas comme ça. D'accord, bon. On va juste lire. Hein. Bon, je vais copier ça. J'ai du mal à voir. Tac, tac. Jamie. Il n'y a pas. Steve. Parce que le user qu'on cherche... c'est Jamie ou Steve. Half Momo, doing great, fixing some tortured core. Right, modern lockpicking. Nice. I'm doing hack the box machine. I'm doing a hack the box machine right now. I'm often doing hack the box challenges, in fact. And lockpicking is very fun. Very great idea. Alors... Great ID, Jamie, pourquoi je vois pas du coup? Bon écoutez, je vais prendre tout ça et je vais craquer hein. J'ai l'impression que je suis pas en train de craquer, de chercher dans le bon truc. Je vais chercher encore un peu. Je vais regarder encore un peu. Show tables encore. Et je vais récupérer tout ça. Alors, je vais regarder encore un peu ce qu'on a là. I'm still no like coding. I'm an employed pen tester. It's also a hobby. Because in real life sometimes we don't see what we see in hacking challenges. But sometimes we do. So I'm just practicing and trying to explain what I'm doing right now so that people can learn from it. And myself too, because sometimes I need to try and retry. We always need anyway, because our payloads do not often work the first time. Alors, hôte. Je cherche... chat message, chat users peut-être. Si je fais describe MDL, non, describe MDL chat users. Non. Pas de password. Je regarde par le bas. User password history peut-être. J'hésite.
peut-être regarder ça. Sessions, role, questions, message. Alors, ouais, ça doit être peut-être password history. Hmm. Ok. Non, ouais, effectivement. Alors, je reviens. Je reviens à ça. Describe MDL user. C'est bien là-dedans qu'il faut chercher. T'as bien fait du Mox de faire une pause parce que j'ai perdu un petit peu du temps bêtement. J'en suis navré. J'essaie de rendre ça intéressant quand même, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais merci Jumox. So I found out that the admin user here was in fact Jamie. I tried to look for Jamie somewhere in the users, but it was possible to find. The first name was Jamie for the user admin. So this was the user admin we needed it to crack. We needed to crack because we saw before in etc pass w that here we have root, tour, Jamie and Steve. Steve was not found, but Jamie is here. Jamie is using a bin sh shell, so we may be able to log in using SSH using this account. C'est intéressant. Je vais te faire un petit refresh, je sais pas où tu t'étais arrêté, Jumox, mais donc on avait réussi à faire l'exploit, effectivement. Le payload, alors le reverse shell, c'était pas ça du tout, c'était le reverse shell FreeBSD. Celui-là. Et ensuite, on devait avoir un shell interactif. Pour ça, il fallait préciser le chemin complet de Perl. Donc, il fallait faire un find pour trouver Perl. Ou préciser le pass pour qu'il corresponde à user local bin, du coup, en fait. Et exécuter la commande. Le tiret, il fallait que ce soit bien un tiret. Parce que j'avais copié-collé d'un site où c'était un gros trait et pas un tiret. C'était équivalent à un underscore du milieu. Un trait du milieu, mais aussi long qu'un underscore. Et aussi, il fallait, quand on faisait un exec, moi je faisais un exec bin sh. Le problème, c'est que sh ne se trouvait pas dans bin sh, mais dans user local bin sh. Ça, c'est quelque chose de bizarre, de propre à FreeBSD. Donc, voilà. Et donc, en fait, une fois qu'on avait le shell, il n'y avait pas moyen de l'avoir interactif. On ne pouvait pas avoir un shell TTY interactif. Ce qu'on a fait, on a trouvé dans un fichier de conf un mot de passe de base de données. Et ensuite, comme on n'avait pas un shell interactif, c'était vraiment galère d'accéder à MySQL-u-p. Donc il fallait préciser tout dans la même commande. Donc on faisait -user, le password, le host, la base de données qui était Moodle, -e pour préciser une query. Et là on a fait show tables, describe MDL user, puis ensuite select username, password, etc. Il fallait afficher le first name pour se rendre compte que Jamie correspondait au user admin de la base de données. And you did it even if I'm talking in French. You are you have the energy to try learning French at the same time. So, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attends, help Momo.
Yes, I'm new to the channel and pen testing. Do you maybe have any leads, ideas? What pen test pass? You should try. Try Hack Me. Hack the Box. I write in the chat you should try Hack Me and Hack the Box. Try Hack Me is a bit easier than Hack the Box. You also have write-ups like the one I'm doing. You can try to search for on YouTube for IPSEC. This is a YouTube streamer showing how to solve Hack the Box machines. For my part, I'm mostly doing in French, so I'm trying to do this another way. So there is some content. And if you want to learn, yes, IPSEC is very cool. If you want to learn more for physical pen test, you should look for Hack Turtle, Rubber Ducky, Arduino. Oh yes, I found some hardware hacking YouTube channel here if you want also. And for lockpicking, you just have to Google, YouTube and practice if you want to lockpick. Maybe Jumox will have some more ideas to provide you contents. Grep Telnet. I will try Hack Me. I prepared for the bugs. Let's solve Love and Blue. Yes, Love and Blue. The best for tracking down people. Ok. Social engineering. Donc ça parle dans le chat, je vais continuer quand même. Du coup, comment on va transférer ça? Moi je suis peut-être tenté de faire un... Est-ce que je peux faire Which Telnet? Ouais. Donc ce que je vais faire... Je vais peut-être utiliser Telnet, je pourrais. Sinon, ce que je peux faire... Ouais. Ouais. Je vais essayer Telnet. NC-LNVP 9001, 9002 on va dire. Dedans, je vais envoyer LOL. Et ici, je vais faire Telnet sur la machine attaquante. Donc cette IP. Sur 9002. Et je vais récupérer lol.txz. Ah, permission denied. Ok. Ah oui, dans TMP. Je vais réessayer. Parce qu'on n'avait pas les droits. Et là, ouais, j'ai eu un connect. C'est plutôt bon signe. Je vais couper ici. LS. Il est là. Ok. LS. Je vais faire un ND5 sum de LOL. Il n'y a pas. User local bin MD5 SHA1 SHA-sum LOL. Ok. Et est-ce qu'en local je peux faire un SHA-sum de LOL 0 EAAE et c'est pas le bon. Bizarre ça. File LOL. Laisse. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été supprimé. Alors. Great starting point. Free room for social engineering. Je ne savais pas, Jumox. Intéressant. Je relirai ça en détail après. Alors. Comment on upload ça par
Je vais remplacer ça par... ben, reverse shell... non, je vais juste faire un 4 routes parce que les reverse shell, on va se battre avec 4 routes / route.txt et normalement on est bon. Donc si moi en local, je fais ça, suivi de ça, suivi de ça, que je fais un move de x, que je l'appelle lol.txz et que je viens le récupérer avec le curl et que je l'installe. Ah, il a fait ID. rmlol. Ah oui, il n'y a pas... Je me suis pas mis en mode serveur web. Donc je me remets en mode serveur web. Merci pour le follow, Eddy. Merci pour le follow, Eddy. Non, je veux dire, merci pour le follow. Merci pour le follow, Eddy. Alors, c'est marrant ça, ce pseudo. Sympa. J'en étais où du coup? Ah oui, donc je le download. Et ensuite, je l'exécute. Download plus exécute. Et là, bim, ça a marché. On a le H là. Vous avez vu? Ça a marché. C'est bon, on est bon. Sinon, j'aurais peut-être pu faire un truc du genre ça. Comment je pourrais faire le reverse shell? Oui, c'était ça, hein, le reverse shell. Il suffisait de faire ça. Si je faisais ça, parce que c'est moins impressionnant. On voit pas qu'on est route là. On a juste récupéré un flag. Autant le faire bien. Thank you. Merci Jumox. etc shadow FreeBSD. Où est le shadow file pour FreeBSD? Intéressant à savoir. Master.passwd. Donc normalement, j'ai envie de le faire de mémoire. Normalement, c'est... Alors, we try hack me, yes. Social engineering, ouais, c'est intéressant le social engineering. Mox. L'OSINT, c'est intéressant. Open source intelligence, it's interesting also. Social engineering, trying Google Docs. If you're trying to learn cyber security in an offensive mean, and if you want to go further, faster, you may go for OSCP, the OSCP certification. You can learn much from it. You also have CEH, but it's very newbie. It's very scripted oriented, but it's also interesting to learn. Because going to OSCP is a bit hardcore the first time, but if you did CEH first, it's easier, of course. DuckDuckGo at my side. DuckDuckGo is great to remain anonymous, of course. Also Tor browser, using VPNs and so on, but DuckDuckGo is no... I think DuckDuckGo does not provide the same results as Google. So if you're in a learning curve, if you're in a learning path, you may need to use more Google. I don't know. On my side, I try to not do illegal stuff. So
Oh, ouais. Try hack me, parfait. Google Dorking is very interesting. For example, you may need to use Google Dorks. For example, I'm looking for Hack the Box. It's a website. I can use site Hack the Box. I will try. Doesn't work. I don't know if I want to search for, I don't know, for example, let's say, I don't know, Ethereum maybe. Let's say Coinbase. Coinbase. It's a website for cryptocurrency trading. Let's say I want site coinbase.com because I have www.coinbase. Maybe I want other website. I have status.coinbase.com. I have www.coinbase.com. I have pro.coinbase.com. In fact, I'm enumerating the DNS services. I can also use DNS lookup to try to detect DNS on coinbase.com, for example. It's legal. I'm just doing legal stuff. Here, I'm just crawling the internet for public information. One thing which is interesting for internet enumeration, you can whois. You can do a whois. I can do it with the command line also. Whois coinbase.com. I can get interesting information such as maybe the name of the administrator, maybe. Can I note here? Yes. Email. We have the name servers. It's on Cloudflare. On base.inc. Okay. We have some information. And that's it. Using Google Docs, you can do much. I can also search for Coinbase. In URL, I want coinbase.com. And I want file type PDF. And I want to search the password. I want to search the keyword password, for example. And I can find PDF files on websites containing coinbase.com using and having the password word inside the content of the PDF. For example, I'm not going further because I'm scared of finding some illegal stuff. But you can also search for example, password and in title index of, and you can find index of directory listings with the password word. Is it legal? I think yes. So we have a website, a French website. Here we can see a WP content. It's a WordPress. And we have a bulk password reset. Here's something like that. And I'm stopping right here because I am meeting the legal barrier. Can we say that? I just want to keep legal, so I'm not going further. TH is even more expensive? Really? There is much more learning material in OSCP than CEH.
but I do not hate CEH. I think it's a very good introduction to offensive cybersecurity. Just OSCP is much more concrete and much more dense. So you can get much more from your money when learning from OSCP certification. Mr. EQZ, c'est marrant de voir comment des hackers essaient de péter nos applications en tant que développeurs. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Surtout si tu veux voir une vidéo, si tu fais du développement, notamment Node.js, si tu fais du Kubernetes, des choses comme ça. Je t'invite à regarder le replay de mon dernier stream. Tu peux aussi le retrouver sur YouTube. Il a été sur YouTube. Quand je upload sur YouTube, je fais des petites découpes pour enlever les moments inintéressants. Donc je t'invite à la regarder. Et j'ai un copain qui fait également du Kubernetes et qui m'a dit que c'était pas mal et que c'était intéressant. Après, il a zappé la partie Kubernetes parce qu'il maîtrisait très bien. Alors, Wingrog, bonsoir. C'est un peu dommage, tu arrives vers la fin. Ça fait quoi? Ben, ça finit, là on discute juste, mais en gros, ce que ça faisait, j'ai résolu une machine hack the box qui est de niveau médium, qui s'appelle Schooled, qui a été décommissionnée ce samedi soir. Et j'ai streamé en français du coup la résolution de ça. Il y a eu un peu de galère avec les cookies au début, et j'ai essayé absolument d'avoir un shell TTY alors qu'apparemment c'est impossible avec cette machine parce que c'était une FreeBSD. Donc en fait j'ai fait un scan Nmap, il y avait un port HTTP, il y avait un port SSH aussi, mais on avait besoin de credentials pour se connecter. C'est possible, hein, parce que c'est quoi FreeBSD FreeBSD, c'est FreeBSD qui est considéré comme un OS ultra secure. Ou c'est OpenBSD? OpenBSD. OpenBSD... Ouais, c'est ça, c'est OpenBSD qui est vraiment fait pour avoir des aspects security, quoi. Qui est un peu designé pour être secure, le plus secure possible. Bon voilà, Wingrog, du coup, tout ce qu'on a fait. Donc là, on est devenu root sur cette machine Hack the Box. Et je vais m'arrêter là pour ce soir, je pense que c'est pas mal. Je vais voir si je peux pas, du coup, faire un raid, tant qu'à faire. Sur Twitch, je regarde. Je regarde sur Twitch s'il y a des gens qui streament. Alors. Yok. Susu, tu dis? Voyons. C'est en anglais ou en français? Parce que je pensais peut-être faire un français. Avec plaisir, Dumox. Il fait quoi, Joe? On se verra lundi prochain, ouais, Jomox. Il fait du hacking, du coup? C'est du... Il fait du dev? Ouais, j'ai pu se mettre un gars qui fait du hacking, je pense. On a qui, là? Si je vais dans sciences et technologies. Ah, coucou Sorentao, tu vas bien? Ouais, cool, tu pourras regarder la rediff. Regarde la rediff sur YouTube, je vais couper des bouts, ça sera un peu plus sympa. Et merci Piniped pour le follow, c'est gentil. C'est gentil à toi, c'est sympa. Ouais, Sorentao, je vais, quand je l'aurai uploadé sur YouTube, je vais couper des bouts. Je pense qu'il y a bien une demi-heure, voire 1 heure à couper. Parce qu'il y a eu des petits soucis d'instabilité de machine. Et j'ai essayé absolument d'avoir un shell TTY alors qu'il y avait un mécanisme de protection qui empêchait d'avoir un TTY. Donc c'était pas possible. Alors si je fais... Alors voyons un petit peu qui on a... Hacking Ciberseguridad. Je vous le fais en espagnol ou pas? Non, ce serait pas cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stream à cette heure-ci? Il y a moi-même, tiens, je me vois là. Ok. Hacking and chill, let's find CVs. C'est bien ça.
Je vais vous balancer sur microservice. Merci tout le monde. Bonsoir pour info. Le user TTY no login dans Masterpass WD, c'est par défaut sur FreeBSD. Merci beaucoup, Astedroid. J'avais un peu la flemme d'installer un FreeBSD pour voir la config par défaut, je t'avoue. Et je connaissais pas la conf par défaut. En tout cas, merci. Donc effectivement, ça bloque pas mal le TTY. Allez, j'envoie le raid. Merci beaucoup tout le monde et ciao à la prochaine.